Oh, bonsoir chers téléspectateurs, comme promis nous nous retrouvons pour notre émission Zoom sur. Ce soir nous allons parler des grandes questions de l'éducation et développement en Afrique. Aujourd'hui nous mettons un coup de projecteur sur un événement majeur, la conférence continentale de l'éducation qui se tient actuellement à Nouakchott. Sous le thème ambitieux Une Afrique instruite et prête pour le XXIe siècle. Cette conférence réunit des ministres de l'éducation, des experts et des décideurs venus de tout le continent africain pour débattre, échanger et proposer des solutions concrètes aux défis éducatifs de notre époque. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous M. Cheikh Mata, qui est conseiller de la ministre de la Santé scolaire au ministère de l'Éducation et de la réforme du secteur d'enseignement. Également avec nous, professeur Seydou Madougou, qui est directeur éducation, sciences, technologie et innovation de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba. Bonsoir messieurs et merci de partager ce plateau avec nous. Bonsoir. Avant de passer aux questions, je vous propose de suivre ce reportage signé Bokar Bailaba sur le lancement de la réunion ministérielle préparatoire de la conférence continentale sur l'Afrique et l'éducation en Afrique. L'objectif de cette rencontre préparatoire est de discuter des réformes nécessaires au système éducatif africain en vue de répondre aux défis actuels et de préparer la jeunesse aux exigences du XXIe siècle. L'objectif est aussi de promouvoir des modèles et solutions réussis pour garantir une éducation équitable et de qualité. Il sera aussi question de faire un plaidoyer fort en faveur de la jeunesse, l'employabilité et la mobilité professionnelle intra-africaine. Et dans un discours d'ouverture prononcé à cette occasion, la ministre de l'Éducation et de la réforme de l'enseignement, Mme Houda Baba, a déclaré que cette conférence constitue une opportunité exceptionnelle pour approfondir les réflexions sur les exigences liées à la mise en place de systèmes éducatifs performants, laquelle passera nécessairement par une évaluation objective de l'état des systèmes existants, le partage d'expériences réussies, l'identification des moyens de financement durables pour l'éducation et l'optimisation des ressources humaines et matérielles, ainsi que l'intégration des technologies numériques. L'objectif ultime est d'assurer à chaque Africain le droit à un apprentissage tout au long de la vie. Elle a appelé l'ensemble des participants à enrichir le débat et partager des idées novatrices pour élaborer des plans d'action ambitieux et durables. Pour l'UNICEF, l'investissement dans l'éducation est plus que jamais nécessaire afin d'impulser l'éducation en Afrique. En raison de la croissance démographique, le nombre absolu d'enfants non scolarisés a augmenté de 13 200 000 enfants. Depuis les années 1960, année des indépendances de la plupart des pays africains, l'effectif des enfants en dehors de l'école a toujours été en augmentation. Les États de ce continent, de notre continent, n'investissent pas dans l'éducation de leurs enfants autant que la croissance démographique l'exige. Et cela, nous le savons, risque de devenir encore plus dramatique. Si rien n'est fait et si la tendance actuelle se maintient, la population des enfants en dehors de l'école va doubler d'ici 2070. Autre allocution, c'est celle prononcée par la chef de division éducation à la Commission de l'Union africaine, Mme Sophia Achipala, qui a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et le peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé, soulignant que cette rencontre offre une opportunité précieuse pour aborder un enjeu fondamental, à savoir l'éducation. Il a aussi salué la prise de conscience collective autour du rôle central de l'éducation dans le développement du continent africain. Pour la Commission de l'Union africaine, l'éducation constitue le fondement sur lequel reposent les aspirations à la paix, à la prospérité et au progrès. Le plan directeur pour le développement de l'Afrique, ce que l'on appelle communément l'agenda 2063, souligne l'impératif de catalyser une révolution de l'éducation et des compétences étayée par la science, la technologie et l'innovation afin de développer les ressources humaines et le capital social de l'Afrique et de promouvoir des citoyens bien éduqués.
L'objectif de développement durable numéro 4 s'en fait également l'écho en s'engageant à faire en sorte que chacun ait accès à une éducation de qualité, inclusive et équitable. Notre continent se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, l'Afrique a la chance d'avoir la population la plus jeune du monde, un réservoir de talent, de créativité et d'énergie. D'autre part, nous sommes confrontés à des défis persistants. Écart financier structurel entre les ressources disponibles et les ressources nécessaires pour une couverture universelle de l'éducation, accès insuffisant à une éducation de qualité, disparité entre les sexes, inadéquation des compétences et fractures numériques grandissantes. Ces défis ne sont pas insurmontables. Ils sont au contraire des appels à l'action qui nous rappellent constamment et de manière urgente que nos politiques, nos partenariats et nos pratiques doivent être audacieux, innovants et inclusifs. Ensemble, cette conférence ambitionne de poser les bases d'une véritable transformation du système éducatif africain en promouvant une éducation inclusive et résiliente, adaptée aux exigences du XXIe siècle. Nouakchott pourrait marquer un tournant décisif dans la quête d'une Afrique éduquée et qualifiée pour affronter les défis de demain. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes dans l'émission Zoom Sur et ce soir nous allons parler éducation. Alors, pour parler de plus en profondeur de cette conférence et des principaux objectifs de cette conférence, nous avons répondre aux défis du XXIe siècle, nous avons également préparé la jeunesse africaine. C'est des défis assez ambitieux et colossaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bonsoir. Je vous remercie beaucoup. Je remercie la télévision d'avoir nous accordé cette occasion pour parler de l'éducation et pour parler surtout de cette importante conférence organisée à Nouakchott et surtout sur l'éducation. Donc cette initiative elle est extrêmement importante, prise par son Excellence le Président de la République, et d'amener tous les Africains à Nouakchott pour débattre de l'éducation. Et c'est pour rentrer dans l'agenda aussi de l'Union africaine concernant l'éducation. C'est une année de l'éducation, année africaine de l'éducation. Donc cette conférence, elle est organisée pour la première fois à Nouakchott, en Mauritanie. C'est pour vraiment faire face vraiment à ces défis que vous avez cités tout à l'heure. L'ambition du président de la République mauritanien, il est au-delà de transmettre tout simplement les connaissances aux enfants, pour vraiment amener les enfants mauritaniens et les enfants africains, comme vous le savez, le président de la République, c'est le président en exercice de l'Union africaine. Donc il a une ambition pour les enfants mauritaniens et pour les enfants africains de vraiment combler de faire face à tous les défis, de se préparer vraiment pour qu'il soit vraiment une personne qui est capable de contourner et de faire face à tous les défis du développement. Et il faut commencer, si on veut vraiment développer une personne, il faut commencer obligatoirement par l'éducation, par l'enseignement, par les transformations des connaissances, mais aussi par les transformations des savoirs et des savoir-faire. Donc on prépare à partir de cette conférence une personne africaine qui est capable de surmonter tous les défis du développement de manière générale et des défis personnels du développement. Donc, cette conférence, il est importante. Il a été l'objet de discuter sur 10 thématiques qui sont vraiment au cœur de ce que nous avons comme problème dans l'éducation. C'est pour développer, améliorer, transformer vraiment l'éducation à
à nos besoins, à nos attentes, aux attentes, par exemple, de nos enfants, à l'attente des nations. On a débattu, par exemple, sur les défis qui concernent l'environnement, d'une manière générale, de l'école. Vous savez que l'école en Mauritanie, en Afrique, d'une manière générale, il est contourné par beaucoup de défis. Donc, on est débattu sur tout ça, sur l'environnement d'une manière générale, sur l'insécurité, par exemple, de l'environnement de l'école, sur comment faire, par exemple, mettre en place un partenariat éducatif réel qui répond vraiment aux besoins des enfants, qui répond aux besoins des nations africaines, qui répond à tous les défis que nous avons devant nous. Et ça, c'est dans le cadre un peu de la stratégie générale de l'Afrique pour 2063. Et vous savez, il y a des objectifs majeurs dont le directeur va développer. Il y a des objectifs très importants. Et nous, au niveau de la Mauritanie, par exemple, nous remercions le président de la République d'avoir pris cette décision pour nous amener nos frères africains pour débattre vraiment sur ce grand sujet qui est l'éducation, qui est la préparation de la personne normale, qui est la préparation de la personne qui a des compétences de surmonter tous les défis qui sont devant nous et qui sont majeurs. Pour cette conférence, est-ce une occasion aujourd'hui de débattre, par exemple, des moyens, par exemple, d'unifier les systèmes éducatifs africains? Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons débattu sur des objectifs, sur des thématiques en normes, ils sont 10 d'ailleurs. Il y a les systèmes de gouvernance d'une manière générale. Il y a aussi, on a pu jusqu'à présent échanger les expériences, parce qu'il y a des pays africains qui sont en avance par rapport à beaucoup d'autres. Il y a des pays qui ont déjà surmonté des grands problèmes, qui sont par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, l'insécurité au niveau de l'environnement, la collaboration entre les parents d'élèves et les responsables éducatifs, qui sont par exemple l'environnement, l'éducation environnementale, la sécurité en milieu scolaire, la formation des enseignants, la motivation des enseignants, le renforcement des capacités de tous les systèmes, les enseignants, les parents d'élèves, et la relation entre eux, unifier un peu, moderniser un peu les méthodes de travail ensemble. Donc, tout le monde était là-bas, ça veut dire que toutes les parties prenantes de l'opération éducative étaient présents, les parents d'élèves, les enseignants, les directions centrales de l'enseignement. Donc, ça, c'est pas aussi dans tous les pays. Et même la société civile était présente. Ça veut dire que toutes les parties prenantes étaient présentes pour discuter et pour poser sans tabou les problèmes, les défis en réalité qui se posent pour vraiment développer, pour transformer vraiment cette opération qui est une opération très complexe et qui s'agit vraiment de développer la personne elle-même, les ressources humaines, de préparer les ressources humaines sur tous les niveaux et d'une manière un peu transversale. Alors, professeur, dites-nous, aujourd'hui, la thématique est assez vaste, assez colossale quand même, parler de l'éducation, pas seulement d'un pays, mais l'éducation en Afrique en général. Est-ce que cette conférence est, comme je disais tout tantôt à M. Cheikh, c'est un moyen aujourd'hui d'unifier les stratégies aujourd'hui de l'éducation en Afrique, ou de les évaluer, ou de faire un partage de connaissances. Et vous avez également parlé, enfin, M. Chermata a également parlé tout à l'heure de l'année de l'éducation. Donc, est-ce que vous pouvez développer? Merci, Madame Sow. Avant de répondre à vos questions, permettez-moi de remercier les plus hautes autorités de la République islamique de Mauritanie,
au premier chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais aussi l'honorable ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine, des Mauritaniens de l'extérieur, aussi l'honorable la ministre de l'Éducation, de la réforme du système d'enseignement et l'ambassadeur permanent de la République islamique de Mauritanie auprès de l'Union africaine, non seulement pour avoir bien voulu accepter d'accueillir cette conférence en République islamique de Mauritanie, mais aussi pour l'accueil des différentes délégations qui sont venues, mais aussi pour tous ceux qui sont en train de faire pour le système éducatif africain, pour sa qualité et en particulier pour la Mauritanie. Au nom de son Excellence M. Faki Moussa Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine, au nom de son Excellence le professeur Mohamed Belhoussim, commissaire à l'éducation, à la science et à la technologie de la Commission de l'Union africaine, nous tenons vraiment à remercier les plus hautes autorités mauritaniennes pour ce qu'ils sont en train de faire pour le système éducatif, mais aussi pour avoir accepté d'accueillir cette conférence à Mauritanie. Votre question, elle est très pertinente et si on a le temps, on va essayer donc de la détailler. J'aimerais rappeler que cette conférence continentale, puisque c'est une conférence continentale, il y a au moins une vingtaine de ministres en charge de l'éducation qui sont là. Demain, ça sera l'ouverture officielle avec des chefs d'État de l'Afrique. Mais il faut rappeler aussi que cette année 2024, la Mauritanie assure la présidence de l'Union africaine. C'est très important, je reviendrai là-dessus. C'est pour ça que nous tenons à les remercier pour tout le travail qu'ils sont en train de faire, les résultats obtenus. Donc cette conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité, les mots sont importants. On veut se focaliser sur la qualité de l'éducation, mais aussi pour la jeunesse, la former et les employer, qui a pour thème éduquer et qualifier notre jeunesse au service d'une Afrique prospère, intégrée et dynamique. La République islamique de Mauritanie, leurs autorités ont accepté d'accueillir cette conférence qui boucle l'année de l'éducation, parce que 2024 est l'année de l'éducation, et la Mauritanie assure la présidence pour faire de ça un événement et montrer les résultats qui sont obtenus, appréciés de tout le monde. Cette conférence a pour objectif 5 objectifs principaux, dont apprécier l'état de mise en œuvre des progrès réalisés par les États membres de l'Union africaine en ce qui concerne les engagements et les décisions prises pour transformer l'éducation en Afrique, y compris, mais sans se limiter à l'ODD 4, donc l'objectif sur le développement durable 4 qui concerne l'éducation, mais aussi le plan d'action du sommet sur la transformation de l'éducation et la déclaration qui a suivi, mais aussi la stratégie continentale pour l'éducation en Afrique. Nous avons 3 stratégies, on va revenir là-dessus. Ça, c'est le premier objectif, ça veut dire la mise en œuvre, on veut évaluer. Le deuxième, c'est identifier les opportunités de collaboration et de partenariat entre les acteurs du continent et les partenaires du domaine de l'éducation afin de combler les retards dans la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 4 sur l'éducation, conformément aux objectifs fixés à cet effet dans le pacte du futur et les différentes déclarations et les plans adoptés lors du sommet du futur donc, qui s'est tenu en septembre 2024. Le troisième objectif, c'est de convenir à des mécanismes durables de financement, parce que c'est important, on va revenir là-dessus, de l'éducation, notamment un mécanisme de renforcement du Fonds africain pour l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, et des financements innovants pour répondre aux besoins du continent et combler les écarts dans la mise en œuvre de l'ODD 4, mais aussi de la stratégie continentale pour l'éducation pour l'Afrique.
L'avant-dernier objectif, le quatrième, c'est de présenter un plaidoyer en faveur d'une mise à l'échelle des modèles réussis. Comme mon collègue, le conseiller l'a dit, il y a des modèles réussis dans certains pays. Donc, et les solutions innovantes et durables pour parvenir à une éducation de qualité. Il faut éduquer, mais il faut avoir une éducation aussi de qualité et équitable sur l'ensemble du continent et sur l'ensemble de chaque pays, à travers l'inclusivité, les mondes ruraux, les couches sociales défavorisées, mais aussi répondre à l'exigence du 21e siècle en Afrique et au-delà. Et le dernier objectif, c'est engager une réflexion et un débat inclusif sur l'éducation, la jeunesse, l'employabilité, son employabilité comme centre de gravité de la construction d'un avenir pour l'Afrique et élaborer in fine une matrice de recommandations utiles aux États membres africains qui va nous permettre d'avoir formé des jeunes qui vont répondre à l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons, et ces jeunes-là qu'ils participent à la gouvernance du monde et pourquoi pas le gouverner au lieu qu'on soit gouverné par d'autres. Et la République islamique de Mauritanie, comme je l'ai dit, a accepté d'accueillir cette conférence. Et à la fin, on va parler des résultats attendus, on va revenir là-dessus, mais aussi de montrer qu'on a obtenu des très bons résultats et des très bonnes stratégies, mais aussi des plans de mise en œuvre qui vont permettre d'améliorer le système éducatif africain. Mais concrètement, comment la conférence peut-elle contribuer à renforcer les systèmes éducatifs en Afrique? Oui, comment la conférence, en fait, à la fin de la conférence, il y a des décisions, mais aussi des engagements qui seront pris par les différents États membres, les ministres en charge de l'éducation qui sont là, mais aussi les chefs d'État. Et il y aura une déclaration qui est appelée déclaration de Mauritanie, dans laquelle il y aura des engagements pour pouvoir non seulement financer l'éducation, j'avais parlé du fonds qui est prévu, financer l'éducation, mettre les moyens qu'il faut, former les enseignants, améliorer le programme de formation, construire des salles de classe, des laboratoires, faciliter l'inclusion. Tout celui qui est dans la zone rurale, qu'il puisse aller à l'école, mais aussi faire une discrimination positive pour les élèves, leur donner des bourses de formation pour qu'ils puissent se former, afin que les enfants puissent au maximum tous aller à l'école, mais aussi qu'ils soient retenus pour qu'un grand nombre de ces enfants-là puissent franchir le secondaire et aussi avoir un pourcentage important, autour de 25% qui vont faire des études supérieures. 25% de la population ont fait des études supérieures. Ce sont des bases qui, si on arrive à les atteindre, sont des bases de développement durable pour nos pays et pour l'Afrique. Donc, si on met les moyens, on met l'inclusion, on forme tout le monde une éducation de qualité dans les ratios qui conviennent, on va aller donc dans ces normes de développement durable. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un programme assez ambitieux et assez colossal. Ouais. Et tout à l'heure, vous avez parlé de financement. Je veux dire, quels sont les mécanismes aujourd'hui envisagés justement pour financer tout ça? C'est quand même assez grand. Oui, merci bien. Vous avez bien compris les défis, ou certains défis, c'est parmi lesquels le financement. Comme je l'ai dit, il est prévu de mettre en place un fonds qu'on a appelé Fonds africain pour l'éducation, la science et la technologie, mais aussi des financements innovants. Vous savez, quand il y a eu Covid, dans le monde entier, on a créé un fonds Covid. Aujourd'hui, l'éducation, comme l'a dit feu président Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Bien sûr. Oui. En termes clairs, c'est la base du développement. C'est la base du développement. Tout pays qui a une éducation de qualité, c'est sûr qu'il va se développer. Comment faire? Il faut créer un fonds pour le financement de l'éducation. Quand il y a un problème, j'ai dit tout à l'heure, Covid, on a créé un fonds Covid. Il y a des problèmes d'environnement, un fonds environnement. Pourquoi ne pas créer un fonds pour l'éducation? Pouvoir développer l'éducation, tous les défis les solutionner, comme je l'ai dit, construire des salles de classe, donner
les bourses de formation pour les élèves et les étudiants, revaloriser la formation des enseignants, mais aussi la carrière enseignante, pour que l'enseignant soit celui-là qui est respecté, bien formé, et aussi qui va former les générations futures. Parce que tout fonctionnaire, il a été à l'école. Si vous prenez un médecin, un juge, un comptable, tout le monde a passé à l'école. Si on a un bon juge, ça veut dire qu'on a un bon système éducatif. Si on a un bon médecin, on a un bon système éducatif. Si on a un bon financier, on a un bon système éducatif. Si l'industrie marche, la transformation de nos ressources minières, c'est parce qu'on a formé des ingénieurs, des techniciens qui sont capables de construire ces machines, de les faire fonctionner pour que nous puissions avoir ces industries et ces produits industriels. Donc, revaloriser la formation enseignante, mais aussi la fonction enseignante. Si l'enseignant doit être payé, il faut qu'il soit payé comme ça se doit, comme les autres fonctionnaires, parce que c'est lui qui forme tout le monde. Donc, si on arrive à créer ce fonds-là, au niveau de ce fonds, on a prévu une contribution des États membres, mais aussi des contributions des autres partenaires. On a dit que chaque pays doit contribuer à la hauteur de son PIB, et les partenaires techniques et financiers doivent aussi contribuer. Je prends juste un exemple pour que vous compreniez que même l'industriel, là, il doit contribuer. L'industriel, pour faire fonctionner son industrie, ses usines, il utilise qui? Des techniciens et des ingénieurs qui ont été formés, que des gens ont mis les moyens pour les former. Et lui, il a eu un produit fini pour pouvoir faire fonctionner son entreprise et avoir de l'argent et pour qu'il soit riche. Oui, il doit rendre le dividende. Il doit rendre ce que l'État et la société ont mis sur ces personnes formées maintenant pour qu'ils puissent les utiliser. Oui, en ce moment, donc les États contribuent, mais aussi les partenaires techniques et financiers doivent contribuer. Est-ce que vous avez déjà des engagements? Est-ce que vous avez déjà Oui, on a déjà des engagements de certains pays qui ont 4 ou 5 pays qui ont déjà contribué. Et aussi, on a des engagements internationaux de certains partenaires et techniques qui ont décidé qu'ils vont contribuer pour avoir ce fonds-là. Aujourd'hui, si vous prenez même les pays occidentaux, les pays les plus industrialisés, vous vous rendez compte, ils se soucient de l'éducation des enfants africains. Pourquoi? Parce que quand vous prenez ces pays-là, la plupart d'entre eux, leur population décroît. Ça décroît, ça veut dire qu'ils n'ont plus de jeunes pour remplacer les autres. Où est-ce qu'on peut trouver des jeunes? C'est en Afrique. C'est en Afrique où la population croît, la majorité de la population est jeune, donc c'est là qu'il faut investir pour avoir la main-d'œuvre de demain. Oui, la main-d'œuvre de demain. S'ils veulent, si nous voulons, des gens qui vont financer nos retraites, qui vont nous soigner le jour où on ne peut pas, oui, c'est ces jeunes-là. C'est eux qu'il faut former et demain, ils vont prendre le relais, ils vont fonctionner les pays et ils vont faire en sorte que nos retraites, notre santé, notre économie, notre défense, tout soit garanti. C'est eux. Alors, monsieur le conseiller, dites-nous, que représente justement cette conférence, l'organisation de cette conférence ici, en Mauritanie, à Nouakchott? Comment? Que représente aujourd'hui cette conférence qui est assez importante, nous en avons parlé tout à l'heure, que représente cette conférence pour les autorités mauritaniennes et pour les Mauritaniens eux-mêmes, que cette conférence soit organisée ici? Merci beaucoup de cette question pertinente. Je dois d'abord commencer par féliciter nos partenaires au développement parce que cette conférence est organisée en collaboration entre l'Union africaine, l'UNICEF et la Mauritanie. Donc il faut remercier vraiment l'UNICEF et les autres partenaires au développement qui nous accompagnent vraiment pour arriver à nos objectifs de l'éducation. Pour revenir vraiment à votre question, je veux tout simplement dire que cette conférence, on ne peut pas vraiment évaluer comment il est importante pour la Mauritanie. Il est extrêmement important stratégiquement parce que ça montre tout simplement d'une manière très visible que notre diplomatie elle est très forte. Ça montre, c'est un indicateur très fort que tous les Africains sont là aujourd'hui à Nouakchott. Donc politiquement, c'est très important.
notre diplomatie maintenant, il est vraiment... tout le monde témoigne quand même que cet événement montre d'une manière très claire que notre diplomatie est très forte. Dans le cadre de l'éducation, qui est un sujet extrêmement, un domaine extrêmement important, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le professeur, comme je le remercie aussi, je lui souhaite aussi bienvenue en Mauritanie pour la première fois. Il nous a beaucoup vraiment aidé dans les réflexions, dans beaucoup de choses. Il nous a très bien édifié aussi dans cette collaboration Union africaine. Donc, je disais que tout simplement que stratégiquement, il est très important parce que l'éducation mérite vraiment d'être mis vraiment au devant de tous les secteurs, parce que c'est là où on produit la personne qui va nous, comme il l'a dit tout à l'heure, qui va vraiment nous protéger demain, de tous les niveaux. Donc, ça nous permet, nous les Mauritaniens surtout, de discuter, d'échanger avec nos frères africains, qui ont pratiquement les mêmes nations avec nous, qui ont les mêmes conditions, qui ont les mêmes environnements, et d'échanger avec eux, surtout sur les éducations réussies, parce qu'il y a des expériences réussies dans l'Afrique. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et certes, la Mauritanie a des stratégies pour l'éducation, pour renouveler un peu l'éducation, pour répondre, pour former les enfants, pour enseigner les enfants par rapport aux besoins, pour répondre aux besoins de l'avenir de notre développement. Et ça nous permet vraiment ici de s'assurer des expériences que nous avons. Nous sommes en voie vraiment de mettre en place, d'expérimenter certaines expériences, comme par exemple nous avons la stratégie de sécurité en milieu scolaire. Nous avons actuellement par exemple un programme d'éducation environnementale. C'est très important. Ça, c'est des innovations qu'on doit rentrer vraiment dans notre système éducatif. On doit, par exemple, insérer des concepts qui répondent vraiment aux besoins de l'enseignement, des concepts modernes, des concepts qui prennent en compte l'avenir proche des nations, qui répond aux attentes des enfants, et qui répond vraiment à... Donc, c'est des rénovations. Nous sommes en train de mettre en place des stratégies. Là, ça nous permet, cette conférence, à partir de l'échange qu'on fait avec nos collègues, de s'assurer d'abord que nous sommes sur le bon chemin vers vraiment la rénovation, la modernisation de nos programmes, de nos curricula. Donc, dans la société civile aussi, ça nous permet qu'il pose des rencontres, notre société civile rencontre la société civile ailleurs, dans les autres pays que je disais tout à l'heure, que nous avons avec pratiquement le même environnement social. Rencontre, c'est pour vraiment savoir est-ce qu'ils sont sur le bon chemin. Si aussi nous avons des expériences qui sont bonnes, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons le programme national de l'école verte, nous avons la stratégie de sécurité en milieu scolaire qui amène des solutions pour tous les problèmes liés à l'insécurité de l'enfant, système de suivi de l'enfant, un partenariat de la famille avec l'école. Aujourd'hui, quand vous parlez des problèmes rencontrés, je parle que ce soit en Mauritanie ou en Afrique globalement, quels sont les défis, là, dans l'immédiat, les principaux défis auxquels l'éducation en Mauritanie est confrontée aujourd'hui, et après africaine? Oui, là je peux dire que par exemple nos enfants ont besoin d'être
d'être sécurisée, l'école a besoin d'être sécurisée. L'école, quand je dis l'école, je dis par exemple l'école elle-même, là où l'enfant il fait 6 heures de temps, les chemins entre l'école et la famille, tout ça, globalement, c'est l'école. Donc, là, il y a un véritable défi qui est l'insécurité, par exemple, de cet intervalle. Il y a l'insécurité. Entre la maison et l'école. Entre la maison et l'école. Et même parfois à l'école, il y a une insécurité totale qu'on doit vraiment... ça, c'est un défi principal qu'on doit trouver, vraiment, on doit trouver une solution. Nous avons aussi le renouvellement même du programme. Les programmes, généralement, les systèmes éducatifs, c'est des systèmes pratiquement anciens qui répondent en majorité, à un grand pourcentage qui répond peut-être à des anciens défis. Mais maintenant, il y a des défis mondiaux qui se présentent, qu'on doit vraiment préparer notre jeunesse à partir de l'école pour vraiment se mettre en face contre ces défis-là. Nous avons aussi un grand défi qui est un défi de financement. Nous avons beaucoup d'ambition. J'ai parlé tout à l'heure des stratégies, des programmes, mais en réalité, nous avons des problèmes de financement. Donc, cette conférence, comme l'a dit tout à l'heure, va nous amener à réfléchir ensemble, et surtout en commun, de trouver vraiment des moyens pour exécuter vraiment ces stratégies que nous avons pour améliorer notre système éducatif. Donc, ces financements, comme il l'a dit tout à l'heure, les gouvernements, on appelle par exemple dans la conférence, on a appelé que les gouvernements de chaque pays doivent réfléchir à rehausser un peu le niveau des pourcentages de financement de l'éducatif par rapport au budget de l'État. Donc, cet appel est vraiment là, ce plaidoyer est là. C'est par rapport à chaque pays, elle peut rehausser un peu le pourcentage du financement du secteur éducatif par rapport au budget national. Ça, c'est une solution. Il y a des fonds aussi, des fonds africains pour l'éducation, dans lesquels chaque pays doit verser quelque chose. Donc là, c'est une occasion. C'est une occasion d'approfondir cette réflexion. Et il est bien possible, et d'ailleurs il est important, de réfléchir comment faire exactement, comment mettre en place ce dispositif qui est extrêmement important et urgent aussi. Quand nous parlons de défis, vous avez entendu les défis que nous pouvons rencontrer en Mauritanie en termes d'éducation. Est-ce que ce sont les mêmes défis que vous avez eu à rencontrer dans l'agenda que vous occupez, dans votre poste au niveau de l'Union africaine concernant l'Afrique dans la globalité? Oui, bon, l'Union africaine, c'est 55 pays membres. Donc, ces défis peuvent être résumés comme suit. Le premier défi, c'est d'abord l'accès. L'accès à l'éducation. Quand on parle de l'accès à l'éducation, ça veut dire que les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, quel que soit là où ils se trouvent dans le pays, même dans les zones rurales, dans les milieux défavorisés, on doit créer les conditions pour qu'ils partent. Ah oui, ça c'est le premier. Vous voyez, certains veulent mettre leurs enfants à l'école, mais compte tenu que les conditions d'accès ne sont pas remplies, ils ne peuvent pas. Le deuxième défi, c'est la rétention. Les retenir à l'école, des enfants à l'école jusqu'à ce qu'ils fassent le cycle normalement et sortir. Vous voyez que souvent, ils rentrent à l'école primaire, mais à la fin de l'école primaire, le pourcentage de ceux qui finissent est minime. Donc pour l'accès, on veut que ça soit à 99 ou à 100%. Oui. Pour la rétention, pour le cycle du primaire, on veut à 90 à 95%. Ça veut dire si 100 élèves rentrent à la première année du primaire, on veut que 90 ou à 95% puissent finir. Au niveau du secondaire, on veut entre 50 à 70%. Et au niveau du supérieur,
on veut entre 15 et 25%. Ça, c'est la rétention. Le deuxième élément aussi, c'est la qualité de cet enseignement. Souvent, les gens se plaignent de la qualité. Quelqu'un a fait l'école, il a été formé, il a des diplômes, mais il ne sait rien faire de concret. Donc, il faut une éducation de qualité. Deuxième chose, il faut le financement. Si on veut une qualité, il faut le financement. L'autre aspect aussi, il faut construire les infrastructures, les salles de classe, les laboratoires, mais aussi les programmes de formation. Les programmes de formation, mais aussi nos langues nationales. Oui, nos langues nationales. Quand vous éduquez quelqu'un dans sa langue, il comprend plus facilement que dans une langue étrangère. Donc nous sommes appelés à enseigner dans nos langues nationales, à avoir les manuels scolaires dans nos langues nationales. L'avant-dernier défi, c'est l'inclusivité. Il faut que tous, qu'on ait accès à l'école, qu'on puisse aller. Dans certains pays, on dit non, les jeunes filles ne doivent pas aller. Si, elles doivent aller à l'école. Dans certains pays, les jeunes des milieux défavorisés, même s'ils veulent aller, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas le moyen de mettre leurs enfants à l'école. Le troisième défi, c'est les technologies de l'information et de l'éducation. Vous voyez, avec le téléphone, vous avez accès à tout. Donc, si on peut permettre à même ceux qui sont dans les zones rurales là, d'accéder à ces technologies de l'information et de la communication, même si c'est 2 enfants dans un village, si on les arrive à leur donner des téléphones avec connexion, ils peuvent apprendre. Utiliser à bon escient. Exactement, ils peuvent apprendre. Donc là, on résout le problème de l'isolement, mais aussi des moyens qu'il faut investir beaucoup. S'il faut construire une salle de classe, mettre à la disposition un enseignant, ceci, cela, alors qu'avec un simple téléphone, entre guillemets, il n'est pas simple, téléphone, on peut servir ces élèves qui ne sont pas nombreux, à qui on ne peut pas construire une salle de classe. Donc vous voyez, les défis sont énormes en fonction des pays et aussi des zones. Mais comment voulez-vous justement, vous avez parlé de l'équité, l'enseignement, la nouvelle technologie, que ce soit en Mauritanie ou ailleurs en Afrique, des solutions proposées de développer les compétences des jeunes Africains. Vous avez parlé de technologie justement, c'est la partie parce que l'enseignement, disons, fondamental, l'enseignement qu'on a toujours eu, ce sera quand même différent avec la nouvelle technologie. Il faut quand même mesurer l'impact que cela peut avoir sur nos jeunes. Oui. Et la préservation des identités culturelles aussi, vous en avez parlé, des identités culturelles africaines, avec l'instauration des manuels préscolaires, des manuels qui parlent dans nos langues nationales. Mais comment vous voulez faire tout ça? C'est une volonté et une décision. C'est faisable. C'est faisable. On peut enseigner dans nos langues nationales. Comme je l'ai dit, un enfant, quand on l'instruit dans sa langue, il comprend. On fait les manuels qui sont conformes à nos réalités. Parce qu'en Afrique, c'est quand même différent. Parce que dans un pays africain, nous retrouvons j'arrive. à 1000 langues dans un pays. Mais c'est un consensus. Quand vous prenez même l'Occident, prenez tous les pays occidentaux, ils n'ont pas une seule langue nationale. C'est un consensus. Si on peut mettre 2, 3 langues, pourquoi pas? C'est un consensus. On fait le consensus. Ça ne signifie pas qu'on va éteindre les autres. Non. Nous parlons français, anglais. Est-ce que ce sont nos langues? Non. Pourtant, on a des langues nationales. On a nos propres langues maternelles. Est-ce que nos langues sont éteintes? Non. Mais pourquoi ne pas enseigner dans nos langues et faire les manuels dans nos langues? Enseigner notre histoire. Nous, on a prévu au niveau de l'Union africaine l'introduction des langues nationales. En Afrique de l'Est, pratiquement, ils ont une communauté où c'est en Swahili. Ils comprennent tout Swahili, ils étudient en Swahili. On a prévu aussi de faire des manuels sur l'histoire de l'Afrique. Oui, notre histoire. Pas celle qu'on étudie maintenant des Occidentaux au niveau de nos écoles. L'histoire de l'Afrique. Pour qu'on sente que les grands empires qui ont existé et qui ont dominé les autres parties du monde. Oui, qui ont dominé les autres parties du monde. Qu'on ne nous dit pas dans les manuels qu'on nous produit dans les autres langues. Oui, on étudie notre histoire, on sait qui on est. La science, l'Égypte ancienne, c'est la base de tout.
Oui, ils sont partis de l'Égypte. C'est la base de tout. Toute cette science-là qu'on utilise, c'est en Égypte. Ils ont pu prendre, ils ont calqué, maintenant ils nous ont renvoyé ça comme des consommateurs, alors que nous sommes la base. Donc, on a prévu de réécrire l'histoire de l'Afrique pour montrer aux jeunes Africains que oui, l'Afrique est riche en culture, en histoire, en langue, en sciences, et qu'on peut étudier, faire tout, même l'astronomie, dans nos langues, dans notre culture. Donc, si je comprends bien, c'est d'abord la prise de conscience, ensuite le consensus. Voilà, et décider. Décider pour le bien commun. Et c'est faisable. C'est faisable. Alors, monsieur le conseiller, comment la Mauritanie aujourd'hui envisage-t-elle de devenir un modèle éducatif pour d'autres pays? Vous en parliez tout à l'heure avec tout ce qui a été mis en place et tout. Merci beaucoup. Bon, pour la Mauritanie, par exemple... Il y a eu pas mal de réformes quand même entreprises en Mauritanie. Oui, a-t-elle donné des résultats? Où est-ce qu'on en est? Nous avons mis en place surtout la loi d'orientation qui est venue, par exemple, d'une grande concertation qu'on a fait en 2022. Et nous avons maintenant une loi d'orientation où il y a toute la stratégie éducative de la Mauritanie. Ça veut dire que le système, il est maintenant géré par la loi d'orientation d'une manière générale. Là, par exemple, la Mauritanie aussi a réfléchi un peu dans le système éducatif sur tous les obstacles devant le développement, devant la mise en œuvre de cette loi d'orientation. Par exemple, il parlait tout à l'heure des langues nationales. Nous avons mis, par exemple, en place un institut des langues nationales qui existe maintenant. Nous avons pensé à renouveler un peu, à intégrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des concepts nouveaux dans notre système éducatif. Et la Mauritanie, par exemple, il peut bien être un modèle de pays. Et nous avons vu dans ces débats aujourd'hui, dans les thématiques, qu'il y a aussi nos frères africains, autres qui ont des modèles qui sont très importants. Et là, on veut, comme la Mauritanie maintenant, aujourd'hui et demain, après-demain, c'est le centre de l'Afrique de l'éducation. Et ça, c'est une opportunité. Donc, nous avons vraiment le défi de sortir de cette conférence avec des résultats bien réussis. Et qu'est-ce qu'on a fait pour vraiment venir à ça? Chaque thématique, les 10 thématiques, on a mis en place, par exemple, pour l'accompagner, pour participer à tous les niveaux des débats, toutes les activités, une équipe des cadres, des cabinets des ministres, vraiment pour sortir demain avec des résultats, avec toutes les informations possibles et sortir avec un rapport global, qu'on va essayer de comparer avec le système qu'on a mis en place maintenant. La Mauritanie, par exemple, les stratégies en dehors, par exemple, ou dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation, j'ai cité tout à l'heure des stratégies qui visent à améliorer le système éducatif vers les besoins. Je parle toujours des besoins. Il faut former par rapport aux besoins. Par exemple, au niveau de l'enseignement fondamental, il faut vraiment intégrer des concepts, des concepts de l'actualité, des concepts d'actualité, comme l'éducation. Je disais tout à l'heure, les concepts de l'éducation environnementale, l'environnement des matières de manière générale, par exemple la gestion des déchets, la gestion de beaucoup de choses. Il faut aussi s'orienter vers la qualification de l'enseignant lui-même, parce que l'enseignant, c'est le centre de la qualification, c'est-à-dire? Ça veut dire que la qualification, il faut le former sur sa mission globale, mais sur aussi le renouvellement, les nouveaux concepts
nécessaires pour de l'éducation. La modernisation. Voilà. Je disais tout simplement qu'il faut vraiment, l'enseignant, c'est le centre de l'opération éducative. Donc il faut le former. Il faut aussi le mettre dans les conditions. Il faut aussi le mettre dans les conditions morales et matérielles. Et là, la Mauritanie a fait des avancées. Et normalement, vous le savez, vous les journalistes, vous connaissez un peu que le président de la République, dans le 64e anniversaire de la Mauritanie, a augmenté, par exemple, 2000 MRI pour les enseignants de 6e année. Ça, c'est très important. 6e année, pour nous, ici, fondamentale, c'est une année terminale pour le fondamental. Donc, ça veut dire qu'on accorde, pour les années terminales, comme il l'a dit tout à l'heure, une attention particulière pour renvoyer ces élèves pour qu'ils passent d'une manière facile vers le niveau supérieur qui est le niveau secondaire. Vous savez aussi qu'au niveau du programme, par exemple, que la Mauritanie a ajouté cette année pour le secondaire, en première année collège, la technologie, la matière de la technologie et l'informatique. Ça, c'est très important. Ça, c'est demandé, c'est des besoins, c'est demandé aujourd'hui. Ça, c'est peut-être, on part vers ce qu'il a dit tout à l'heure, la manipulation des nouveaux outils. Il faut les enseigner progressivement pour les élèves à partir de là où ils sont. Par exemple, les élèves qui sont en première année collège, ils sont à l'âge de 10, 11, 12, 13 ans. Donc, il faut commencer avec ces enfants-là, de les initier un peu... Intégrer les nouvelles technologies. Voilà, de l'initier un peu sur les nouvelles technologies. Mais progressivement, pas brusquement donner à l'élève dès le fondamental le téléphone, mais progressivement, il faut les préparer parce que ça, c'est demandé. Donc, il y a énormément de réformes sur le système éducatif lui-même dans les dernières années. Et ces systèmes-là, ils sont engendrés par la loi d'orientation que vous connaissez tous. Nous sommes aussi en train pour mettre en place, c'est vrai, on reconnaît qu'il y a beaucoup d'articles de la loi d'orientation qui ne sont pas encore mis en place. Comme par exemple la recherche éducative, qui est extrêmement important, qu'on doit mettre le plus vite possible en place. Mais ça, c'est un système important. La recherche, maintenant, on l'oriente seulement sur le supérieur. Quand on parle ici en Mauritanie de la recherche scientifique, on parle toujours de la recherche au niveau de l'enseignement supérieur. Mais en réalité, la loi d'orientation a bien fixé qu'il y a aussi la recherche éducative. Il faut faire des recherches éducatives. Il faut initier aussi les enseignants sur l'activité principale de sa mission, qui est la recherche. Donc là, ça nécessite toujours d'avoir des moyens. Et c'est ce que les Africains sont en train de savoir. Les ambitions sont très importantes. Les stratégies, c'est facile vraiment à écrire. C'est facile à mettre en place une stratégie. Il y a nos partenaires financiers et techniques qui nous accompagnent dans ça, surtout sur le côté technique. Mais en Afrique, on a vraiment besoin de faire la promotion un peu du niveau de financement du système éducatif. Moi, la question que j'aimerais poser, que ce soit en Mauritanie ou partout ailleurs, est-ce que aujourd'hui, à la conférence où les initiatives prises aujourd'hui par les pays africains, est-ce que cela se marie aujourd'hui avec nos réalités? Quand on parle de mettre à disposition un téléphone ou un outil technologique à des enfants, nous savons que des études ont prouvé que cela peut être nuisible pour des enfants. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on mesure tout ça, on mesure cet impact-là avant d'intégrer certains systèmes éducatifs dans nos réalités, en Mauritanie ou en Afrique? Oui, vous avez parfaitement raison de poser cette question qui est très pertinente et de soulever votre inquiétude. Quand on parle d'utiliser les nouvelles technologies, en fait, oui, non, ce n'est pas pour donner à un enfant un téléphone, non. C'est quand il va arriver à un niveau où il sait comment l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Niveau de conscience? Si, oui, ce n'est pas...
le donner pour que ça soit un jouet. Maintenant, pour aller tout à l'heure dans le sens de mon collègue, monsieur le conseiller, au niveau africain, ce qui est en train d'être fait ou à faire, nous souvent nous disons qu'il faut partager les bonnes pratiques, des pratiques qui ont réussi dans d'autres pays. Il y a des pays qui ont pris des décisions, par exemple, de faire de l'éducation gratuite jusqu'à la fin du secondaire. Et on a constaté que le taux d'accès et d'achèvement a grimpé. Donc c'est une très bonne pratique. La gratuité de l'éducation. L'autre aspect aussi, il l'a dit, mais juste pour aller en profondeur, c'est la formation des enseignants, formation initiale et pédagogique. Continue. Oui. N'est pas enseignant juste celui qui a fait l'école. Non. L'enseignant ou la fonction enseignante, c'est un métier. C'est une formation. N'est pas médecin qui veut l'être. Non. N'est pas juge qui veut l'être. C'est un métier. Il faut qu'il soit formé. Maintenant, il est formé, il faut aussi revaloriser cette fonction. Avoir l'amour du métier, je dirais aussi. Nous avons quand même vu pas mal d'enseignants qui l'ont fait juste parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Mais c'est ça que je dis. Non, c'est ça que je dis. N'est pas enseignant qui le veut, où il rentre. C'est celui qui a été formé pour être enseignant. Oui, on a été tous à l'école, on a appris le français, mais on n'est pas enseignant du français. Pour enseigner le français, il faut l'avoir enseigné et étudié comme matière d'enseignement pour l'enseigner et avoir fait sa pédagogie, ou qu'on appelle de manière spécifique la didactique de l'enseignement du français. Didactique, c'est lui l'enseignant. Il a la matière, discipline français, ou mathématiques, ou sciences de la vie et de la terre, mais aussi comment l'enseigner. Lui, il est enseignant. Mais celui qui sait parler français n'est pas un enseignant de français. Non. Donc, faisons attention, n'est pas enseignant qui le veut. Mais aussi cette fonction enseignante-là, il faut la revaloriser. Il faut la mener à un niveau de salaire. Oui, que quand quelqu'un est dans l'enseignement, il ne se sent pas inférieur aux autres métiers. Non, c'est lui qui forme tout. L'autre aspect aussi, c'est l'éducation en situation d'urgence. Il y a des pays qui ont expérimenté, dans les zones de conflit, comme il a dit, des stratégies d'éducation qui ont marché. Il faut partager ces bonnes pratiques. Mais aussi créer des pôles d'excellence pour des formations. Pour ne pas amener chaque pays à investir pour créer ceci, cela, on peut créer des pôles d'excellence, des centres d'excellence de formation pointue. On met les ressources en commun. Au niveau de l'Union africaine, nous avons ce que nous appelons l'Université panafricaine, qui a 5 instituts. Il y a un institut en Afrique du Nord qui est situé en Algérie, à Tlemcen, qui s'occupe de la formation en eau, environnement et énergie, de manière pointue. Il y a une quarantaine de nationalités africaines qui sont là-bas. Il y a un deuxième institut qui est au Nigeria, pour l'Afrique de l'Ouest et pour toute l'Afrique, mais situé au Nigeria, qui est sur les sciences de la vie et de la terre, donc qui s'occupe donc de la formation. Il y a un troisième qui est à Yaoundé au Cameroun, donc pour l'Afrique centrale, donc, mais pour toute l'Afrique, qui s'occupe des sciences sociales et lettres. Un quatrième qui est au Kenya, à Nairobi, qui s'occupe des sciences exactes, à savoir les mathématiques, sciences physiques et sciences de la nature. Et un dernier qui est en Afrique du Sud, qui s'occupe des sciences spatiales. C'est des formations pointues. Sur ces 5 instituts, ou les 4 qui ont démarré, sauf celui de l'Afrique du Sud, il y a au moins, sur les 55 nationalités, il y a au moins 54 nationalités donc, qui sont là-bas. Nous sommes en train de mettre en place l'université virtuelle africaine pour que les étudiants qui veulent étudier à distance, en ligne puissent le faire dans leur pays sans se déplacer et avoir une formation de qualité. Maintenant, il a parlé de cadre.
au niveau de l'Union africaine, nous avons ce qu'on appelle les stratégies continentales, qui sont les cadres politiques sur le système éducatif. Nous avons 3 stratégies. La stratégie CESA, stratégie continentale pour l'éducation en Afrique, qui s'occupe de tout ce qui est éducation. Donc, comment avoir une éducation de qualité, mais aussi améliorer l'accès et la mise en œuvre, tout ça. Une deuxième stratégie sur la stratégie pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Vous savez, souvent, dans nos pays, vous avez besoin d'un bon plombier pour vous réparer votre plomberie. Vous n'en avez pas, parce qu'on n'a pas formé des métiers de formation technique et professionnelle. Vous avez besoin d'un électricien pour vous dépanner, vous n'en avez pas. Donc, on a une stratégie pour la formation de ce type de métiers, qui sont des métiers très utiles pour le développement, mais que souvent qu'on ignore. Et une dernière stratégie sur les sciences, technologies et innovations que nous appelons stratégie continentale pour les sciences, technologies et innovations, pour tout ce qui concerne l'enseignement supérieur, la science, la technologie et l'innovation, pour développer la recherche, l'innovation, la création des entreprises. Comment innover, comment aller dans l'espace? Oui, il faut amener les Africains à le faire. Donc nous avons ces stratégies. Et comme c'est l'année de l'éducation, l'année 2024, nous avons fait pas mal d'activités. On parle de la conférence continentale de l'éducation, employabilité oui, des justement, jeunes. pour parler de l'employabilité. Oui, employabilité des jeunes, c'est pour qu'on puisse bien former. On a commencé des activités. Là, on est en train de finir en beauté à Nouakchott, en Mauritanie, parce que les autorités ont fait un très bon travail au cours de leur présidence. Au niveau du département éducation, sciences et technologies, les différents ministères en charge de l'éducation, quand on s'est réunis pour le comité technique spécialisé, ils ont dit ce travail de l'année de l'éducation, cet investissement fait en termes de formation, d'efforts, doit être continué sur 10 ans. Si on veut développer notre éducation, on ne doit pas s'arrêter sur un an. On a impulsé quelque chose, il faut aller. Donc, on va déclarer bientôt, avec l'aide de nos autorités, une décennie de l'éducation transformatrice, donc de notre système éducatif pour qu'on soit développé, accompagné par ces stratégies-là, elles aussi qui ont été revisitées et revalorisées et qui seront elles aussi reconduites pour 10 ans. Donc, ce qui va nous permettre de faire une décade de notre agenda 2063 avec une éducation de qualité pour que nous puissions impulser le développement de l'Afrique. Donc rapidement, nous sommes rattrapés par le temps. Parler de l'employabilité, justement, c'est un volet qui fait partie de votre thème de cette année. Employabilité, qu'est-ce que vous entendez par employabilité? Oui, on entend par employabilité, tout à l'heure j'avais parlé, ça fait au début, des gens qui sont formés, qui ont les diplômes, mais qui ne savent rien faire, qui ne travaillent pas. Oui, il faut qu'on puisse faire des formations où quand nos diplômés sortent, qui sont recherchés, qu'ils trouvent des emplois, non seulement donc une formation de qualité, adaptée aux besoins, mais aussi qui va leur permettre d'avoir un emploi, mais les États aussi doivent créer les conditions propices pour qu'on puisse avoir ces emplois. Ces jeunes-là, comme on l'a dit au début, c'est le futur de nos pays. C'est eux qui vont payer. Sans compter que le métier qu'on a aujourd'hui, là, ce n'est pas sûr qu'il soit le métier de demain. Il faut les préparer à assurer le métier de demain. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, du numérique. Vous avez des robots qui sont capables de répondre à ces questions-là, qui sont capables de faire des travaux que nous faisons, d'exécuter. C'est le métier de demain. Nos enfants doivent savoir comment concevoir ces robots, comment les faire marcher, comment faire du numérique pour pouvoir être dans la compétition de demain. Donc, avoir des formations qui leur permettent de s'adapter à l'évolution du monde et d'être dedans.
Alors, Monsieur le conseiller, Madame la ministre parlait de l'éducation, de la réforme du système éducatif. Elle a mentionné également la vision du président de la République pour aligner, je cite, l'éducation sur les richesses naturelles de l'Afrique. Comment cela peut-il être mis en œuvre? Bon, merci beaucoup. Bon, je vais commencer d'abord pour rebondir un peu par rapport à votre question sur l'employabilité. Et venir rapidement sur répondre à votre question. C'est très bien d'expliquer un peu, si on avait le temps, on explique davantage l'innovation des stratégies. C'est très important. Donc, il faut former, par exemple, suivant les besoins du marché, même local, suivant les marchés de l'Afrique, suivant les besoins même de la personne, de la nation. Et là, on doit parler un peu, parce que l'enseignement, c'est général. C'est l'enseignement, c'est la formation professionnelle, c'est l'enseignement technique, c'est tout ça. Donc, nos enfants, on doit les former, chacun d'eux, là vraiment où il peut s'orienter. S'il n'est pas bien, par exemple, il n'est pas pu continuer, si nous, par exemple, nous avons ce qu'on appelle le système normal, de passer par le système normal, mais nous avons aussi un système de formation technique et professionnelle. Donc là, ces formations-là, ils doivent être vraiment des formations pour des objectifs bien déterminés, déjà connus. Il ne faut pas former, par exemple, tout simplement parce qu'on doit former ces jeunes, mais demain, ils sont dans la rue. On doit les former suivant des objectifs bien déterminés, on doit coller les formations avec les stratégies. Par exemple, chez nous, la SCAP, elle a des objectifs, elle fixe dans des années des stratégies, des investissements de l'État, des orientations de l'État, des moyens d'emploi. On doit toujours former dans cette orientation. On doit coller toujours nos formations, nos enseignants, nos enseignements, notre éducation, suivant les stratégies de l'État et les stratégies de l'Afrique d'une manière générale. Et là, ça nous permet, cette conférence, par exemple, qui est salutaire, ça va nous permettre de connaître maintenant quelles sont les stratégies dans le temps fixées, par exemple, par les pays, par le Gabon ou par un autre pays, dans 20 ans, par exemple. Donc, quels sont les projets envisagés? Et ça nous permet aussi de dépasser un peu ces frontières, les frontières africaines. Ça veut dire, si maintenant, si on réfléchit maintenant au point de vue un peu continental, nos enfants, ils seront formés dans ce cadre. Il y aura une stratégie continentale maintenant qui permet aux enfants que quand ils ne trouvent pas le travail, par exemple l'emploi en Mauritanie, ils peuvent le trouver aussi ailleurs, dans un autre pays africain, au lieu de partir à l'Occident, au lieu de partir ailleurs dans d'autres pays qui ne sont pas les mêmes continents avec nous. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le cadre d'employabilité. Donc, ce problème de l'employabilité-là, normalement, quand on approfondit un peu la réflexion dedans, ça veut dire qu'il faut ramener, rehausser un peu la qualité de la formation professionnelle. Et pour rehausser la formation professionnelle, ça demande vraiment de renforcer la capacité d'accueil et la capacité aussi matérielle du système de l'enseignement technique et professionnel. Un point de vue, par exemple, en Mauritanie, nous avons une vingtaine d'écoles de formation technique et professionnelle, mais certains d'entre eux, leur capacité d'accueil est très minime par rapport aux demandes des enfants. Par rapport, par exemple, au pourcentage de décrochage scolaire. Nous avons aux environs, il l'a dit tout à l'heure, les gens qui, par exemple, qui échouent en bac en Mauritanie. Le pourcentage est très élevé. Depuis des années, on ne dépasse pas 20%, 25%. Donc les 75% là, qui restent, ils sont où? Ils sont où dans la nature? Il faut poser la question. Donc il faut un système d'accueil quelque part
qui a la capacité vraiment d'accueillir ces enfants-là. Sinon, ils vont aller ailleurs. Bon, je vais m'arrêter là pour l'employabilité. Oui, nous allons passer, nous sommes rattrapés par le temps, rapidement. Pour votre question, vous pouvez me rappeler. Aligner l'éducation sur les richesses naturelles voilà, de donc l'Afrique. nous avons par exemple des richesses naturelles énormes qu'on doit connaître. J'ai parlé tout à l'heure de l'éducation environnementale. Quand on est, par exemple, quand on est initié un peu sur nos ressources naturelles, quand on sensibilise nos enfants sur nos ressources naturelles, on doit les aller, ça c'est sur l'Afrique, on doit par exemple former et sensibiliser les enfants à tous les niveaux et les enseignants à tous les niveaux de ce que nous avons comme opportunités naturelles dans nos pays, qui sont énormes, il a dit tout à l'heure, qui sont énormes. Et on doit former par rapport à ça. J'ai dit tout à l'heure qu'on doit former suivant les besoins. Et quand on forme suivant les besoins, ça veut dire qu'on aligne le former sur les ressources naturelles et les ressources que nous avons et qui sont énormes. Et là, il y a des moyens de sensibilisation. Et ça nous nécessite, j'ai beaucoup parlé de curricula, j'ai beaucoup parlé de ça. Donc, l'opération éducative, il est très longue. C'est un processus long et qui demande vraiment énormément de stratégies et qui demande vraiment, ces stratégies, elles doivent vraiment intégrer impérativement des nouveaux concepts qui répondent vraiment aux besoins qui changent du jour au jour. Aujourd'hui, comment garantir une coopération rapidement, garantir une coopération efficace entre les pays africains justement pour élever ces défis-là? D'accord, merci bien, c'est une question très pertinente. Mais permettez-moi de revenir sur les richesses naturelles rapidement. Oui, rapidement parce que c'est important. Il faut qu'on puisse former des cadres, des jeunes qui vont nous permettre d'exploiter, non seulement de connaître nos ressources, mais aussi de les exploiter. L'Afrique est immensement riche. Oui, je dis bien, l'Afrique est immensement riche en ressources naturelles. Vous partez de la Mauritanie jusqu'à Djibouti. Vous avez du fer, du phosphate, de l'or, de l'uranium, du pétrole, du gaz, du charbon, mais jusqu'à même les cours d'eau, le soleil qu'on a. Est-ce que vous savez que même en termes de soleil, le potentiel que nous avons, si nous pouvons exploiter un jour du soleil qui nous arrive dans la zone sahélienne, ça nous suffit pour couvrir notre besoin sur toute l'année. Je dis bien un jour. Donc il faut qu'on puisse former des jeunes qui vont découvrir et dire voilà ce potentiel, l'exploiter, mais aussi le mettre au service de nos populations. D'accord. Rapidement sur la coopération. Sur la coopération, oui, au niveau des États africains, on doit mettre en commun nos moyens. Oui, on doit mettre en commun nos moyens. Par exemple, tout à l'heure, j'avais parlé des pôles d'excellence qu'on doit créer, mais aussi sur le financement, mais aussi sur les bonnes pratiques. J'avais cité des bonnes pratiques qui ont réussi ailleurs. Par exemple, quand vous prenez... Moi, je suis africain puisque je suis de l'Union africaine, mais quand vous prenez le Rwanda, il y a 20 ans ou 30 ans de cela, ils n'avaient pas des enseignants des sciences exactes. Mais avec la coopération avec les autres pays de l'Afrique de l'Est, mais aussi de l'Afrique australe, le système éducatif rwandais est renforcé et devenu un des meilleurs de la sous-région. Ils ont fait amener des enseignants de ces disciplines, mathématiques, physique, chimie, SVT et consorts, pour qu'ils puissent former leurs propres enseignants, leurs propres élèves et rehausser le système éducatif. Donc à travers ces pôles d'excellence, on peut résoudre pas mal. À travers la mutualisation des bonnes pratiques, mais aussi des moyens, le partage de connaissances. Nous avons prévu au niveau de l'Union africaine pour l'enseignement supérieur de faire en sorte qu'on ait une agence d'assurance qualité
et d'accréditation du système. Merci beaucoup. Merci On me bien. rappelle, ça fait déjà 10 minutes, on est en retard. Merci beaucoup, Monsieur Cheikh Mata. Je rappelle que vous êtes conseiller de la ministre chargé de la santé scolaire au ministère de l'Éducation et de la réforme du secteur d'enseignement. Merci également à vous, professeur Seydou Madougou, directeur éducation, sciences, technologies et innovation de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba. Merci d'avoir partagé ce moment avec Madame. nous. Merci, voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous souhaite également à vous, chers téléspectateurs, une très bonne soirée, fin de soirée en compagnie des programmes d'El Mauritania. Et merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Bonne soirée. Merci. Merci.